Combien coûte le Mazda CX-90 2024? Nouveauté d'importance pour le constructeur d'Hiroshima qui, bien sûr, propose ici une toute nouvelle architecture qu'on devrait également utiliser dans le futur sur le CX-70 qui sera commercialisé dans les prochaines années. Bon, un premier véhicule à 3 rangées de sièges utilisant cette architecture, une architecture basée sur des véhicules à propulsion. On fait appel ici à un 6 cylindres en ligne plutôt qu'à un 4 cylindres turbo compressé. Alors ça aussi, c'est une nouveauté. Et il y a 3 motorisations disponibles dans la grande gamme CX-90. Donc 2 variations du moteur à 6 cylindres en ligne turbo de 3,3 litres et une version hybride rechargeable sur laquelle on reviendra un peu plus tard. Alors un véhicule très important, 3 rangées de sièges, ça prend le relais évidemment du Mazda CX-9 qui était là depuis plusieurs années et qui perdait beaucoup de popularité depuis quelques temps. Et comme c'est un segment non seulement très lucratif, mais très important sur le marché nord-américain, bien, Mazda a voulu mettre les bouchées doubles avec ce modèle-ci qui propose 5 niveaux de finition. Alors GS, GSL, GT, GT Performance et finalement la version signature qui est ici, qui n'est pas malheureusement disponible si vous optez pour la technologie hybride rechargeable. Vous l'obtiendrez uniquement avec le moteur à 6 cylindres en ligne turbo, mais il y a 5 gammes de modèles disponibles, alors c'est quand même assez généreux. Bon, évidemment, vous le voyez, ce véhicule-ci arbore une ligne qui est quand même assez audacieuse, très champ gauche par rapport aux autres VUS intermédiaires du marché. Alors ça, c'est une particularité du CX-90 avec une cabine qui est reculée vers l'arrière avec un long museau, avec un empattement qui est très long, beaucoup plus long que celui du précédent CX-9. D'ailleurs, c'est un véhicule plus long, plus large, plus haut que son prédécesseur, mais ça demeure un peu plus compact que la moyenne des VUS qui sont offerts dans ce segment-là. Si vous comparez le CX-90, par exemple, à un Nissan Pathfinder, un Kia Telluride, un Ford Explorer, un Chevrolet Traverse, bien, vous allez voir qu'ici, c'est un véhicule plus sportif, plus dynamique, avec un look beaucoup plus musclé, mais dans un format un peu plus compact que la moyenne. Ça a toujours été le cas chez Mazda. Et à chaque fois qu'on compare un véhicule Mazda avec la compétition, bien, on se rend compte qu'on est un peu plus à l'étroit à bord. On a des lignes qui sont un peu plus affûtées. On a une dynamique de conduite qui est plus intéressante, mais ce n'est pas le meilleur véhicule familial qu'on puisse obtenir. Et encore une fois, ici, bien, on propose un véhicule qui se distingue bien sûr par rapport au CX-9, mais qui ne sera pas le favori pour ceux qui recherchent le plus grand espace disponible. Avec le CX-90, Mazda a développé une nouvelle architecture de véhicule propulsé. Donc, à la base, le CX-90 est un véhicule à roue motrice arrière, mais évidemment, tous les nouveaux VUS Mazda étant dotés de série du rouage intégral, bien, on prend une partie de la puissance qui est acheminée aux roues arrière pour l'amener vers l'avant lorsqu'on a besoin d'avoir une traction optimale. Et évidemment, bien, on est équipé ici du système iActive à 4 roues motrices qui, lui, va redistribuer le couple toujours sur la roue qui a le plus d'adhérence, autant à l'avant qu'à l'arrière. Alors, c'est un système assez évolué. On le constate dans les virages avec le véhicule parce que la tenue de route est vraiment fascinante. Mais je vous dirais que ce qui est intéressant dans le cas de ce véhicule, le CX-90, c'est le couple avec ce moteur à 6 cylindres en ligne, qui est évidemment la plus grande nouveauté de ce modèle-là. Mazda a décidé d'aller à contre-courant, produire un moteur à 6 cylindres turbo compressé, plutôt que de faire comme tout le monde, d'éliminer les 6 cylindres pour aller vers un 4 cylindres. Ça faisait plusieurs années que Mazda n'avait pas de 6 cylindres dans son catalogue. Les derniers 6 cylindres qu'on avait eus, ça provenait de chez Ford. C'était des moteurs V6 particulièrement gourmands. Alors ça, c'est un moteur à 6 cylindres en ligne, développé in-house, comme on dit. Alors une mécanique qui est franchement intéressante, qui a une souplesse qui est particulière et évidemment qui a aussi cet avantage d'offrir une hybridation légère, c'est-à-dire un système hybride 48 volts. On a un petit moteur électrique placé en sandwich entre le moteur à essence et la transmission automatique à 8 rapports, autre nouveauté qui a été développée chez Mazda. Alors ça fait du bien parce que Mazda avait des transmissions automatiques à 6 rapports qui commençaient à être désuètes, franchement. Mais là, on a une boîte automatique qui est beaucoup plus moderne et qui se marie parfaitement avec la conception du moteur à 6 cylindres en ligne qu'on a ici. 3,3 litres turbo compressé. Il y a 2 variations
configurations de ce moteur qu'on peut obtenir. Si vous optez pour la version GS ou GSL, vous allez avoir un moteur de 280 chevaux, 332 livres-pieds de couple. Et en optant pour la version GT Performance ou la version Signature dans laquelle je me trouve présentement, là, la puissance passe à 340 chevaux, 369 livres-pieds de couple. Alors, la puissance est intéressante, mais attention, le 340 chevaux est calculé avec de l'essence super. Et si vous optez pour de l'essence ordinaire, ce qui est possible de faire, bien à ce moment-là, la puissance baisse à 317 chevaux. À noter que si vous optez pour la mécanique de base, donc le 6 cylindres de 280 chevaux, à ce moment-là, la puissance est calculée avec de l'essence régulière. C'est donc dire que si vous optez pour de l'essence super dans le modèle de base, la puissance serait majorée de quelques chevaux. Maintenant, il y a plusieurs avantages à ce 6 cylindres en ligne, à commencer par l'espace qu'on utilise sous le capot. Ça permet d'avoir plus de dégagement pour aller placer les pièces de direction, de suspension, d'avoir un plus grand angle au niveau du braquage des roues avant, ce qui permet d'avoir notamment un cercle de braquage très réduit sur ce véhicule-ci. En bon français, ça tourne sur un 10 sous et c'est particulièrement impressionnant de voir le niveau de maniabilité de ce véhicule-ci, non seulement parce qu'on a une suspension bien calibrée, évidemment à double triangulation à l'avant, ce qui permet d'avoir une bonne maniabilité bien sûr. Les voies sont larges, évidemment que le centre de gravité est assez bas sur ce véhicule-ci, donc au niveau tenue de route, c'est probablement le meilleur véhicule de son segment. C'est quand même difficile de comparer le CX-90 en matière de comportement avec ses rivaux directs que sont notamment des véhicules comme le Honda Pilot, le Kia Telluride, le Ford Explorer, des véhicules qui sont plus pâteaux, plus lourds, mais qui vont offrir évidemment plus d'espace intérieur. Parce que bien qu'on ait plus d'espace ici qu'on en avait avec le CX-9, ça demeure un des plus petits 7 passagers de son segment. Et quand je dis 7 passagers, évidemment, bien, sachez qu'on peut obtenir des configurations à 6, 7 ou 8 passagers selon la version pour laquelle vous allez opter. Maintenant, pourquoi un système d'hybridation 48 volts sur le CX-90? Bien, tout simplement parce que ça permet d'optimiser l'utilisation d'accessoires sur le véhicule. Le système de climatisation va notamment fonctionner avec le système hybride 48 volts. Même chose pour plusieurs autres accessoires dans le véhicule. Donc, on va optimiser le rendement et la puissance du moteur parce qu'on n'a pas à extirper des chevaux pour faire fonctionner plusieurs accessoires à bord. Alors, petit avantage, mais aussi le couple initial au démarrage est tout simplement plus intéressant. On le sent, mais je vous avoue en revanche qu'au départ initial, on sent de petits à-coups avec la transmission à 8 rapports si on décolle de façon tranquille. Évidemment, si vous appuyez à fond, là, ça sera complètement différent. On verra les rapports de transmission s'étirer plus longuement, mais en accélération normale et en mode normal, parce qu'il y a 3 modes de conduite, bien là, à ce moment-là, vous allez sentir de petits à-coups au départ. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va ressentir notamment du côté de chez Volkswagen avec le Tiguan, où là, c'est carrément désagréable, mais je vous dirais que ça surprend un peu et on adapte sa conduite au rendement de cette transmission-là qui va varier évidemment selon le mode de conduite que vous allez sélectionner. Dans le cas d'une version à essence, vous allez avoir un mode éco, un mode sport qui est plus agressif évidemment, où la direction se raffermit et un mode régulier où, bien évidemment, le rendement est assez standard. Un des défauts, évidemment, du CX-9 dans le passé, c'était sa capacité de remorquage qui était limitée à 3500 livres, un handicap par rapport à la compétition. Mazda règle le problème avec le CX-90 de nouvelle génération, du moins pour certains modèles, parce que si vous optez pour un modèle GS ou GSL, bien, vous aurez une capacité de remorquage à 3500 livres, même chose pour la version PHEV. Par contre, en optant pour des modèles plus huppés, bien là, la capacité de remorquage passe à 5000 livres et on l'explique par le fait qu'on vient ajouter un mode remorquage dans les différents modes de conduite, mais aussi par l'ajout d'un 3e radiateur, ce qui va permettre d'avoir un refroidissement plus important de la boîte automatique pour éviter des surchauffes lorsque le moteur travaille plus fort, lorsque la mécanique travaille davantage. Alors, c'est la différence entre les versions de base et les versions plus équipées. Et bien, pour ceux qui veulent faire du remorquage de façon plus sérieuse, il faudra monter en gamme pour aller chercher une version plus luxueuse. Il existe cependant un groupe d'options sur le modèle GSL qui vous permet d'obtenir cette capacité de remorquage rehaussée à 5000 livres par rapport à 3500 livres.
La cote de consommation d'essence avec le moteur à 6 cylindres en ligne est à 9,3 litres pour le moteur régulier, 9,5 pour la version plus puissante à 340 chevaux avec essence super. On dit que même si on utilise de l'essence ordinaire, la consommation ne s'en voit pas affectée avec la version plus performante, mais ça, il faudrait vérifier la chose. Ça demeure quand même très convaincant en matière de consommation de carburant parce que pour un 6 cylindres de cette puissance-là, de consommer en moyenne sous la barre des 10 litres au 100, c'est très impressionnant. Il n'y a aucun autre véhicule dans le segment qui peut se vanter d'avoir une consommation qui, sur papier, est inférieure à 10 litres au 100 en moyenne combinée, surtout avec une puissance de ce genre-là. Parce que si on regarde du côté de la compétition, un Kia Telluride avec un V6 atmosphérique traditionnel va faire 280 chevaux environ. Même chose du côté de chez Honda, de chez Toyota, pour des consommations qui sont supérieures à ce qu'on a ici. Alors, c'est vraiment une mécanique d'excellence. Bien sûr, on a la turbocompression qui aide ici, mais le fait qu'on a un 6 cylindres en ligne et qu'on puisse exploiter davantage de couple à bas régime et donc d'éviter de devoir accélérer plus promptement dans certaines situations, bien, ça fait en sorte que la consommation d'essence devient plus intéressante que chez la compétition. Il existe évidemment aussi une autre nouveauté dans la gamme CX90, c'est la version PHEV. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, disponible en 3 versions, GS, GSL, GT. Et dans ce cas-là, c'est le moteur 4 cylindres 2,5 litres atmosphérique qu'on connaît très bien chez Mazda, qu'on vient jumeler à un moteur électrique de 100 kW, toujours avec la transmission automatique à 8 rapports. À ce moment-là, puissance maximale combinée de 323 chevaux. Je vous avoue qu'on ne les ressent pas vraiment. Ça manque un peu de punch et surtout si vous roulez en mode tout électrique parce que là, la puissance du moteur à essence ne vient pas assister celle du moteur électrique. Et ça manque un peu au niveau des accélérations, mais vous pouvez évidemment modifier le mode de conduite pour exploiter les deux mécaniques en parallèle et à ce moment-là, là, vous aurez une puissance qui est plus convenable. Au niveau du couple, c'est 369 livres-pieds. Alors exactement le même couple sur papier que si vous optez pour le moteur à 6 cylindres au rendement. Alors ça, c'est quand même impressionnant. Mais évidemment, la livraison du couple ne se fait pas de la même façon. Bien sûr qu'un moteur électrique a un couple initial maximal instantané et ça, on aime toujours. Mais je vous avoue que l'agrément de conduite est nettement supérieur avec le moteur à 6 cylindres parce que le moteur 4 cylindres se fait un peu bruyant, bien que le véhicule soit bien insonorisé, alors que le 6 cylindres se fait beaucoup plus discret, beaucoup plus doux, avec une sonorité qui est plus envoûtante également. Bien sûr, c'est un moteur à 6 cylindres. Bon, évidemment, une des raisons pour lesquelles on va se procurer un véhicule hybride rechargeable comme le CX90 PHEV, c'est pour avoir une autonomie 100% électrique. Dans le cas de ce véhicule-ci, c'est 42 km d'autonomie seulement. C'est loin d'être convaincant. Faut savoir que c'est le seul véhicule de son segment à offrir une technologie hybride rechargeable. Il n'y a pas d'autres véhicules de grande marque qui existent actuellement sur le marché nord-américain à offrir ce genre de technologie. Il faut aller chez les compacts pour trouver des véhicules équivalents, à moins que vous considériez que le Kia Sorento et le Hyundai Santa Fe soient un rival du CX90, ce que je redoute parce que d'abord, ce sont des véhicules un peu plus petits et certainement moins raffinés au niveau de la conduite que ce qu'on a ici. Ce sont des véhicules qui exploitent des moteurs à 4 cylindres aussi, bien sûr, qui offrent l'option de 3 rangées de sièges, mais qui sont plus compacts et certainement moins intéressants au niveau de la dynamique. Il faut aussi savoir que Mazda cible avec le CX90 la clientèle qui se procure évidemment chez la compétition, comme je le mentionnais un peu plus tôt, Honda Pilot, Nissan Pathfinder, Subaru Ascent, Toyota Highlander. Alors, on est dans une catégorie un petit peu plus élevée que ce que proposent les Coréens avec leurs hybrides rechargeables, parce que sinon, il n'y a pas de compétition. Il faut aller dans les marques de grand luxe, BMW, Audi, Mercedes-Benz, pour obtenir des hybrides rechargeables. Encore une fois, 42 km d'autonomie, c'est ordinaire, batterie de 17,8 kWh. Vous allez mettre un peu plus d'une heure pour recharger la batterie à 80% sur une borne de niveau 2 et environ 6h30 pour recharger le véhicule à 80% sur du 110. Ce qui veut dire que si vous arrivez le soir, que vous branchez le véhicule à la maison toute la nuit durant, ben, il sera pleinement chargé et prêt pour le lendemain. Et là, vous pourrez utiliser le plein potentiel de la batterie. Il faut aussi savoir qu'il y a
a un mode de recharge avec ce véhicule-ci. Donc, une fois que vous aurez épuisé l'autonomie de la batterie, bien, il est possible d'activer le mode de recharge. Vous allez à ce moment-là consommer un peu plus d'essence qu'à l'habitude, mais ça vous permettra de recharger la batterie du véhicule jusqu'à un niveau de 100% et à ce moment-là, réutiliser à nouveau l'autonomie 100% électrique du véhicule. La raison pour laquelle on fait ça, c'est souvent parce que dans certaines villes européennes, on interdit la conduite avec ce genre de véhicule-là en mode essence. Il est obligatoire de rouler en mode électrique. C'est le cas à Londres notamment. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on a développé cette technologie-là. Mais en faisant des calculs, on se rend également compte qu'il est plus économique de recharger la batterie en roulant, même si on consomme davantage, que de rouler en mode hybride régulier. J'avais fait le test avec le Mitsubishi Outlander PHEV qui utilise le même genre de technologie et la conclusion à laquelle on était arrivé, c'est qu'effectivement, c'était plus intéressant de recharger, quitte à consommer un peu plus pour ensuite pouvoir rouler plus longtemps en mode 100% électrique. Alors, une belle technologie qu'on propose ici. Évidemment, comme la majorité des gens ne roulent que très peu dans une journée, peut-être qu'une majorité d'acheteurs pourront utiliser le véhicule uniquement en mode 100% électrique. Ça sera toutefois pas le cas l'hiver parce qu'évidemment, on n'a pas de thermopompe ici sur le véhicule. La batterie est thermorégulée, certainement, mais lorsqu'il fera grand froid au Québec l'hiver, attendez-vous à ce que le moteur électrique se mette en marche la plupart du temps parce qu'évidemment, il faudra réchauffer la batterie, pouvoir réchauffer l'habitacle aussi. Et surtout, si le véhicule dort à l'extérieur, ça sera un problème. Mais c'est le cas pour la grande majorité des hybrides rechargeables, même les plus populaires du marché. Maintenant, aménagement intérieur, on est dans un territoire connu. 2 écrans de 12,25 pouces, un qui se trouve derrière le volant, donc l'instrumentation centrale qui est 100% numérique, qu'on peut paramétrer comme bon nous semble. C'est assez bien fait, honnêtement, et au niveau des graphiques, c'est très moderne. Alors ça, j'aime bien. Il y a la visualisation tête haute sur les modèles les plus équipés, qui, elle aussi, est très efficace, mais qu'on va perdre, évidemment, si on porte des verres fumés. Alors ça, c'est peut-être un petit défaut, mais c'est encore une fois le cas sur plusieurs véhicules dans l'industrie. Et l'écran central, on le contrôle via une molette qui est placée sur la console qui est un peu encombrante et qui n'est pas vraiment pratique. Il n'y a pas d'espace de rangement sauf 2 porte-gobelets et je pense qu'on aurait pu optimiser l'utilisation de cette console-là, surtout dans un véhicule à vocation familiale comme le CX90 qui devrait pouvoir offrir plus d'espace de rangement un peu partout dans l'habitacle. Ce n'est pas le plus spacieux de son segment, encore une fois, et j'ai l'impression que Mazda a décidé de mettre une touche de design et d'accorder davantage d'importance au design qu'au réel côté pratique. Prenez place à bord de ce véhicule-ci et prenez place à bord ensuite dans un Telluride, vous allez voir qu'il y a un monde de différence. C'est pas la même dynamique, c'est pas la même vocation, encore une fois, mais je vous avoue qu'on aurait préféré avoir une console un peu plus pratique que ce qu'on a ici. Sinon, tout s'utilise assez efficacement. On a Apple CarPlay, Android Auto sans fil dans le véhicule qui est ici. Et aux places arrière, du moins à la deuxième rangée, l'espace est assez généreux. On peut obtenir une banquette 3 places, 2 sièges baquets séparés. Évidemment, selon la version pour laquelle vous allez opter, vous allez avoir sellerie de tissu, sellerie de cuir, siège chauffant, siège ventilé à l'arrière également. C'est le cas dans la version signature que je conduis présentement. Toit panoramique. On a ajouté beaucoup d'éléments qu'on n'avait pas, évidemment, dans le CX-9 de précédente génération, un véhicule qui était vieillissant et qu'il fallait remplacer. J'aime beaucoup la position de conduite. Maintenant, tout est ergonomique, facile à utiliser. Le siège est très confortable, réglable de multiples façons. La visibilité est bonne aussi, bien que le pavillon, encore une fois, m'agace par le fait qu'il soit noir et que ce soit un peu sombre. On n'est pas gêné au niveau de la visibilité. Et dans le cas qui nous concerne, caméra de recul avec rétrovision sur 360 degrés, c'est quand même assez efficace, bien que au niveau de la visibilité générale, on ne soit pas gêné nulle part. Des fois, on va vouloir utiliser ça comme assistance. De plus en plus de gens se fient à ça et je pense que Mazda a développé un système qui est quand même assez efficace. En plus de rehausser le niveau de finition, la présentation qui est très riche, ça a toujours été le cas dans les derniers produits Mazda et ça l'est encore avec le CX90. Une technologie que j'aime bien, c'est qu'on peut créer des profils pour les différents conducteurs de ce véhicule-là. Donc, en plaçant dans le système informatique sa grandeur, son poids, sa posologie, le véhicule va vous proposer une position de conduite jugée idéale et après ça, vous pourrez l'ajuster comme bon vous semble pour ensuite créer votre
votre profil à bord du véhicule. Il y a aussi plusieurs systèmes d'assistance à la conduite qui sont des premières chez Mazda. Rien de révolutionnaire pour être bien honnête, mais jamais Mazda n'a offert un véhicule avec autant de systèmes d'assistance à la conduite. Et au cours de l'essai, ils ne m'ont pas semblé trop intrusifs. On remarque ça beaucoup chez Toyota, chez Nissan, chez Subaru, des systèmes qui sont trop intrusifs et qui viennent gêner un peu la conduite. Ici, c'est pas le cas et ça, on aime ça. Alors, vous le savez, Mazda tente de rivaliser avec les marques de luxe avec le CX-90. On joue autant sur le terrain, en fait, des généralistes que des marques de luxe comme BMW, Mercedes, Audi. Vous allez voir qu'avec l'échelle de prix qu'on propose ici, on a un véhicule qui est quand même assez compétitif. Alors, je vous le mentionnais, il y a 5 niveaux de finition, 3 motorisations disponibles pour un total de 8 versions qui sont disponibles au total si on considère les modèles à essence et les modèles PHEV. Alors, échelle de prix qui va varier de 47 895 à 66 345 $. Ça, ce sont les PDSF, transport, préparation inclus pour les 8 versions. Mais je commence tout de suite avec la version PHEV pour laquelle on se fait poser énormément de questions. Alors, l'échelle de prix pour la version PHEV, c'est 56 895 pour une version GS, 61 945 pour une version GSL et finalement 66 345 pour une version GT. Ça, c'est avant les crédits provinciaux et fédéraux applicables, puisqu'au total, on peut obtenir 7 500 $ de crédits applicables, taxes incluses. Donc, vous allez avoir 5 000 du Québec, puisque ce véhicule-là possède une batterie dont la taille dépasse les 15 kWh, en l'occurrence, c'est 17,8 kWh ici. Et du côté du fédéral, ben, on obtient un crédit de 2 500 $ seulement. Pourquoi? Parce que l'autonomie est inférieure à 50 km en mode 100% électrique. Et c'est la ligne qui trace la différence entre un crédit de 2 500 et 5 000 $. Les règles sont parfois complexes à comprendre, mais dans ce cas-ci, ben, ça fait en sorte qu'on obtient 7 500 $ taxes incluses totales, ce qui veut dire que l'échelle de prix réelle pour une version PHEV va se situer avant taxe de 50 372 à 59 822 $. Là, à ça, vous ajoutez les taxes, évidemment. Si vous optez pour une version PHEV, bon, en financement 72 mois à un taux de 6,1 %, vous allez payer entre 967 et 1147 $ par mois, taxes incluses sur 6 ans, crédits gouvernementaux inclus ici. Vous décidez de louer. Là, c'est intéressant parce que les résiduels sont quand même assez élevés et on est assez compétitif. Alors, c'est 691 à 837 $ selon la version que vous allez choisir pour une location 4 ans, 20 000 km par année à un taux de 6,45 %. Maintenant, si vous décidez d'opter pour une des 5 versions disponibles avec le moteur à 6 cylindres en ligne, donc GS, GSL, GT, GT Performance et Signature, c'est le modèle qu'on a ici. Là, l'échelle de prix varie de 47 895 à 65 295 $. C'est en fait le prix du véhicule qui est ici. Là, évidemment, il n'y a pas de crédit applicable, bien qu'on ait une hybridation légère ici. C'est pas un véhicule hybride rechargeable, alors pas de crédit applicable à ce moment-là. Dans ce cas-là, si vous décidez de financer le véhicule à un taux de 6,1 %, ben, entre 919 et 1255 $ par mois, c'est ce que vous allez payer sur un terme de 6 ans pour l'achat de ce véhicule-ci. Évidemment, toute taxe incluse. Et si vous décidez de louer, alors là, c'est 766 à 1015 $ par mois, selon la version que vous allez choisir, à un taux de 6,45 %. Les seules options que vous pourrez ajouter, ce sont des options de couleur. Il y a une teinte de rouge foncé qui va vous coûter 450 $. C'est la plus coûteuse des teintes que vous pouvez choisir. Et il y a une option de teinte intérieure à 200 $ que vous pourriez aussi sélectionner. Donc, ça fait varier la facture de quelques dollars par mois seulement, mais ça vous donne grosso modo l'idée des prix de ce véhicule-là. Il faut savoir que la consommation d'essence est quand même assez raisonnable. Donc, considérez que par rapport à un véhicule en compétition, vous allez économiser à la pompe autant, évidemment, avec la version hybride rechargeable qu'avec la version dotée du moteur à 6 cylindres en ligne. Je le rappelle, les codes de consommation combinés annoncés par Mazda
9,3 litres au 100 pour le moteur de base à 280 chevaux et 9,5 litres au 100 pour le moteur à haut rendement qui fait 340 chevaux avec de l'essence super. Alors, c'est pas mal plus bas au niveau des moyennes que les moteurs à 6 cylindres et même les 4 cylindres turbo de la compétition. Et ça, je pense que c'est un élément qui va faire en sorte que les gens vont s'intéresser énormément au CX90.